D'abord, merci d'être là. Et je feuilletais hier ou avant-hier ce magnifique livre sur Lacoste, publié par les archives d'architecture moderne. Et j'ai découvert, je connaissais bien Lacoste grâce à Mouscal, qui m'a fait visiter une série de bâtiments de Lacoste, euh, un géant de l'architecture belge méconnu. Mais quelle production magnifique. Et justement, je regardais ça, je me disais, au fond, les plans de l'époque, parce que j'ai travaillé à la Fondation Reine-Élisabeth de Lacoste, ces plans étaient éminemment sommaires et les bâtiments très raffinés. Mais non, c'est l'inverse. On a des plans très raffinés, des bâtiments sommaires. La bonne nouvelle, c'est que comme il y a moins de sous virtuels, on va devoir utiliser plus consciencieusement les sous réels. C'est-à-dire mettre plus d'esprit, c'est un peu prétentieux, dans la construction et moins de matière. On va devoir impérativement, à défaut d'avoir des bombes dans tous nos métros, repartager ce que la planète produit pour tous. C'était de la palissade. Et ce qui est frappant, c'est de voir combien ça n'a pas été possible jusqu'à présent et combien maintenant ça devient une impérieuse nécessité. Donc, d'une part, on a moins de matière par tête de pipe, on aura moins de matière par tête de pipe, et si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on n'est pas entouré de broles, de fatras inutiles. De temps en temps, quand je regarde ce qu'il y a dans ma maison, les 4/5 de ça, je ne l'envoie pas. Ça traîne, il faut prendre les poussières. Donc à quoi ça sert quoi? À rien. Et pensez-y, en rentrant à la maison, regardez ce que vous avez accumulé d'inutile dans vos maisons. Et vaut mieux un peu moins, un peu plus d'esprit. Et je crois que si on répartit tout ça, ça ira beaucoup mieux pour tous. Le, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Internet, c'est que les universités vont disparaître par incompétence, parce que l'enseignement universitaire a des côtés absolument affligeants à mains égards, qu'il y a beaucoup plus à apprendre sur Internet directement, et qu'il faut quelques maîtres pour encourager à apprendre, plutôt que d'écouter des plagiaires qui réécrivent les théories mieux écrites par d'autres avant. Il y a de plus en plus d'universités sur la planète et de moins en moins de bonnes. Mais par contre, il y a de plus en plus de savoir qui se diffuse, et donc de plus en plus de gens qui savent. Il y a des bons architectes partout sur la planète. Et pour le moment, beaucoup plus dans les pays isolés que dans les pays où on s'agite. Si je devais engager maintenant si je pouvais choisir d'où viendraient mes collaborateurs, ils viendraient de la Pontificale à Santiago de Chile, ou la Panamericana de Mexico, ou dans leur homologue brésilien ou argentin. Et ce n'est pas du tout une provocation, c'est une vérité. On leur enseigne encore l'architecture. On leur enseigne encore la théorie de l'architecture. Et quand à 22 ou 23 ans, ils sortent diplômés, ils savent tenir un crayon en main. Et en plus, calculer un peu, mais suffisamment que pour construire des choses qui font sens. Et loin des grandes revues tapageuses où on voit les mêmes projets toujours du même coin, il y a dans ces pays une architecture très équilibrée qui se construit avec peu de moyens. Il n'y a aucune vérité en ingénierie. C'est un art qui est basé sur des concepts théoriques, parfois scientifiques, parfois technologiques, mais c'est avant tout une intuition. Et il n'y a aucune construction qui est bien ou moche ou mauvaise. Il y a des constructions qui essayent d'atteindre un objectif fixé au départ le mieux possible. Et comme vous savez que toutes les constructions sont des prototypes, contrairement aux voitures. Et même quand on fait des voitures, parfois on se plante. Que dire de nos bâtiments, on fait un exemplaire et c'est le proto et celui-là doit servir. Donc c'est évidemment imparfait. Donc c'est malheureusement un art artisanal. Tout vient d'un boba magnifique qu'ont lancé nos ingénieurs à l'UNIF. Et ils en sont toujours terrorisés, c'est la peur du flambage, c'est-à-dire l'instabilité élastique. Alors, pour les non-ingénieurs, l'ingénieur considère que quelque chose qui est en traction, c'est magnifique parce que ça ne se déverse pas. À l'inverse, une colonne en compression, la canne de Charlot, quand vous posez dessus, elle a tendance à se déverser, si vous voulez, ce qu'on appelle le flambage. Et donc, on a toujours expliqué aux ingénieurs, à tort, que la traction était meilleure que la compression. À partir de ces croyances répétées. Et une bonne structure, si vous voulez, doit se jouer du flambage, et une bonne structure ne doit pas être pénalisée par ça. Et ce pont, c'est ça, si vous voulez. C'est un pont en treillis classique, oui. Puis, si vous voulez accepter l'idée que c'est un pont en treillis classique, c'est des triangles accolés les uns aux autres, comme une flèche de grue que vous voyez dans le paysage bruxellois.
Sauf que les membrures supérieures qui sont comprimées sont courbées vers le haut et que donc elles ont une tendance à vouloir échapper et se dégager et retenues par une série de petits câbles. Et j'ai pris un brevet là-dessus, ce qui sert à rien. Mais c'est gai de prendre des brevets. C'est un petit côté poétique. Ce qui est étonnant, c'est que les choses logiques ne se font pas et qu'on préfère l'illogisme. Parce que ça ne faut pas grand-chose. Hein. Je pourrais le faire à Lubumbashi ou n'importe où, un pont comme ça. Mais il ne coûte pas assez cher, en fait. C'est pour ça qu'on ne le construit pas. Ça n'intéresse personne. Il n'y a pas assez d'acier dedans. Et donc le principe, c'est quand même c'est de retenir le dessus. Et puis, on fait l'inverse pour le tablier. Donc, ce pont, c'est uniquement en fait, l'idée est née de comment s'affranchir du flambage. Et c'est ce qui donne ce côté un peu ondulant à ce pont. Mais la raison est un truc d'ingénieur pur et dur, quoi. Hein. Et en même temps, ce qui est amusant, c'est que ces câbles jouent garde-corps. Donc, je n'ai pas inventé un pont à ce jour qui consomme moins de matière que celui-là. On est tous des boutons de panurge. De temps en temps, on a un état de grâce et on voit un truc qu'on n'aurait jamais dû voir. Voilà. En matière d'économie d'énergie, pour le moment, c'est le pompon. On risque d'aller vers des systèmes éco-tyranniques cruels. Tant que ce sont que des normes. Des normes, ça n'a pas fonction de loi. Donc ça, c'est fait pour les gens pressés qui ne doivent pas réfléchir. On applique la norme et tout va bien. Ce qui est dramatique, par exemple en Belgique, mais la Commission européenne est aussi champion pour ça, c'est de transformer les normes en loi. Oui, donc on est obligé de faire des bêtises, parce que sinon ça dérange. Et en matière d'énergie, d'économie d'énergie, et ça, Anne ne me contredira pas, ça devient une paranoïa. En Belgique, par exemple, on invente des normes d'économie d'énergie en oubliant qu'on a un patrimoine bâti. C'est-à-dire que et on subventionne la démolition. Oui, et c'est très bien de se préoccuper pour 10 000 de construction neuve qu'on va encore faire, mais qu'est-ce qu'on va faire du reste, quoi? Le reste est là. Est-ce qu'on va détruire cette gueudule parce que la facture énergétique est trop forte? L'idée, je l'ai étudiée, était d'isoler le palais des académies en hiver, lui mettre un manteau, une doudoune, hein, pour le conserver, et puis l'enlever en été et mettre de la pub dessus. On fait ça dans les châteaux de Louis II de Bavière. Hein. Ils sont enveloppés pendant l'hiver, pendant tout l'hiver, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis on les déshabille au printemps. Donc, pour revenir à mes éoliennes, ça c'est une des plus grandes bêtises de l'humanité. Mais c'est un type qui a un jour inventé ça. Il voulait une éolienne, c'est un avion qu'on a accroché au sol. En fait, une éolienne vit 20 à 25 ans, comme un avion, hein, pas plus. Après ça, elle est fatiguée. Le problème, c'est qu'on a été coulé dans le sol des tonnes de béton et que, comme c'est. Elle a une éolienne standard maintenant d'1 mégawatt faite d'un tube en acier de 5-6 mètres de diamètre qui monte à 90 mètres, sur lequel on vient hisser à gros effort de grues exceptionnelles 90 tonnes de brol. Mais les grues qui savent monter de 90 tonnes, il y en a. Maintenant, comme il y a un marché d'éoliennes, on fait plus de grues de 90 tonnes. Mais il y a 4-5 ans, il y avait que 5 grues comme ça en Europe. Et ces grues, c'est vachement rentable. Pensez bien, le gars qui avait une grue capable de lever un moulin d'éolienne, ces grues étaient réservées 1 an à l'avance, quoi. Et donc, comme il faut des grandes grues, il faut des routes. Mais le type qui fait une éolienne, il n'a pas envie de construire une route. D'où il va kikiner tout le monde en mettant l'éolienne là où il y a une route, c'est-à-dire près des maisons, quoi. Oui. Or, la logique voudrait qu'on mette les éoliennes là où il n'y a pas de maison, évidemment, parce que c'est pas amusant d'un jour recevoir un morceau de pale d'éolienne sur la tête. Hein. Mais ça ne fait rien. Comme il faut des éoliennes, on les met près des routes parce que sinon c'est impayable, croit-on, hein, et ainsi de suite. Plus on laisse dans le sol des cacas de béton absolument surréalistes, quoi, hein, des galettes de 50 mètres de diamètre avec des pieux de 100 mètres de profondeur, hein, parce que la moitié du prix de la structure se trouve dans le sol. Et donc, on a développé pour Fabricom, pour le groupe Suez, une éolienne qui ne demande pas de fondation, qui ne demande pas de grande grue, et qu'on tire avec des racagnacs et qu'on peut donc mettre dans les Vosges, au haut d'un rocher, tirer à dos de mulet et monter à bras d'homme. Et le but des éoliennes n'a pas trouvé ça rigolo du tout. En fait, tous les brevets que j'ai pris, hein, sauf le dernier, là, hein, c'est des trucs qui sont arrivés trop tôt. Mon père, qui était un grand ingénieur et industriel, qui m'a un peu donné le virus du brevet, il faut le dire, lui, quand il avait inventé une nouvelle chaudière, il a fabriqué en 100 exemplaires en grand secret dans l'usine.